Richard Lieuger, bonjour. Bonjour. Nous sommes en direct de votre permanence. On est rue Tête d'Or à Metz. Vous vous êtes installé en plein centre-ville. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le premier candidat messin à passer sur le grill. On a intitulé notre programme Questions directes. Donc on attend de vous des réponses cash, des réponses directes, pas de langue de bois, pas de défilement. Les Messins vont élire leur futur maire dans quelques semaines. On est à un mois, un peu moins d'un mois avant le second tour. Dominique Gros a fait 2 mandats, il ne se représente pas, donc les Messins ont le choix. Il y a beaucoup de candidatures, une dizaine aujourd'hui sur la table. Donc on attend de vous, évidemment, des réponses directes. Vous êtes candidat à LREM, soutenu par le MoDem, par le mouvement radical, qui sont des partis de la majorité. Vous avez entamé une campagne divisée, clairement, il faut le dire. Votre ex-camarade Béatrice Agamemnon a été renvoyée de votre parti. Où on en est aujourd'hui dans la campagne? Vous faites campagne chacun de votre côté ou vous lui tendez encore aujourd'hui la main? Non, on fait campagne chacun de notre côté, ça c'est tout à fait clair. Aujourd'hui, il n'y a plus de rapprochement possible. Il y en a eu un à un moment donné. Je proposais à Béatrice la seconde place. Ouais. Mais vous lui proposez pas là vous lui proposez pas? Écoutez, on est à 3 semaines des élections. Tout est possible. Donc, non, il faut être sérieux. Ouais. Les électeurs ne comprendraient pas. Autant ils peuvent comprendre effectivement que s'étant opposés au mois de septembre, on arrive à se mettre ensemble et à travailler ensemble. Autant plusieurs mois plus tard et pas mal d'affrontements quand même, il faut le dire. C'est pas respectueux par rapport aux électeurs. C'est vrai que vous avez eu des mots durs, l'une comme vous. En politique, on a des mots durs quelquefois. Je pense qu'ils n'ont pas été trop durs, personnellement. Je n'ai pas non plus entendu de sa part et de la part de ses équipes des choses, je dirais, très, très, très difficiles je dirais, à supporter. Bon, la politique est violente un petit peu, mais il y a des choses bien pires que ça pour l'instant. Donc chacun de son côté, c'est quand même compliqué de continuer une campagne divisée dans le même camp. Écoutez, si j'en crois les sondages, on va en parler des sondages qui suit devant. Je regrette, comme je regrette d'ailleurs les propositions que j'avais faites avec Aldrin, mais tout ça c'est du passé. Aujourd'hui, j'espère qu'on va parler plutôt de l'avenir. Moi, c'est des choses qui sont derrière moi depuis plusieurs mois. J'ai une équipe, je travaille, j'ai un programme et j'avance résolument pour essayer d'être au deuxième tour et de remporter cette ville. Alors, il y a un sondage publié par l'IFOP et la presse quotidienne régionale qui a fait beaucoup parler, qui a donné un petit coup de boost à la campagne. François Grosdidier, les Républicains, recueilleraient 29% des intentions de vote au premier tour, suivi par Xavier Bouvet, un nouveau en politique, en tout cas, les Messins ne le connaissent pas, Europe Écologie Les Verts notamment. Françoise Grolet, Rassemblement National, 18%, et vous seulement 11%. Vous êtes clairement à la traîne. Qu'est-ce qui ne marche pas dans votre campagne, Richard Lieuger? Je pense que c'est le fruit de la division dont on parlait à l'instant. Donc, si on rajoute les personnes dont je parlais tout à l'heure, on est quasiment au niveau de Bouvet, avec la marge d'erreur. Et donc, je pense que là, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le terrain et à convaincre avec notre programme et samedi notre équipe à ce que nous soyons les représentants du centre, ce que nous sommes. Comment faire mentir les sondages? Puisque quand les sondages disent, voilà, il y a une photographie de l'opinion à un moment X, ça peut la figer, ça peut créer une dynamique chez les uns et créer de la évidemment, les sondages chez les autres. Influencent un petit peu les gens, ça ce serait idiot de le nier. Maintenant, on était assez loin de ce qu'on appelle la cristallisation des votes. La cristallisation des votes, elle se passe en ce moment et nous y travaillons. Et puis le fait aussi que voter pour Agamemnon ou voter pour Aldrin, c'est perdre ses voix. Donc les gens vont réfléchir. Vous êtes le vote utile du centre? Bien sûr, le vote utile du centre. C'est ça. Donc on essaie de convaincre les gens de cela et faire en sorte d'être le plus haut possible et de pouvoir gagner au deuxième tour, ce qui est tout à fait possible. Vous êtes le vote utile de la droite aussi ou pas? Je ne sais pas, ça c'est la démarche d'Emmanuel Macron, c'est de nier un petit peu ce clivage. J'ai eu la chance d'avoir le soutien d'une personnalité de droite importante, qui est le Premier ministre, on va en parler. Édouard Philippe. Donc les électeurs de droite verront, c'est à eux de juger. Maintenant, on n'est pas sur un clivage gauche-droite, même si certains essayent de le restaurer. Parce que vous êtes un ancien socialiste. Voilà, on est sur une campagne municipale. Et moi, j'ai 60% de gens qui sont sur ma liste, qui sont des gens de la société civile. Donc, c'est pas la question ne se pose pas de savoir si je suis de gauche ou de droite. Ce qu'il faut savoir, si mes propositions, mon équipe, correspondent à ce qu'attendent les Messins.
C'est ça que j'attends de cette campagne électorale. Donc vous allez présenter votre liste samedi. Elle est présentée samedi. D'accord. Justement, vous en parliez, le Premier ministre Édouard Philippe est venu à Metz, il a fait un crochet, son agenda visiblement le permet. Il peut être candidat au Havre, il peut être candidat, il peut vous soutenir vous, il peut faire une tournée de la France. Et déjà, c'est quand même compliqué d'être Premier ministre et de faire tout ça à la fois. Écoutez, je le remercie quand même. Je le remercie vivement parce que je suis le premier candidat qu'il soit venu soutenir et le seul pour l'instant. Il a pris 2 heures de son temps. Oui, mais c'est beaucoup 2 heures quand on est Premier ministre. C'est énorme. Il est venu spécifiquement pour ça. Il est reparti. C'était pas un crochet, c'était quelque chose un aller-retour volontaire. Et je pense que pour lui, je suis le bon candidat. Et c'est ce qu'il a voulu signifier, notamment aux électeurs, je dirais, qui sont autour de centre droit, de Juppé, on va dire, puisqu'il était son bras. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, vous avez reçu d'autres membres du gouvernement à Metz. En tout cas, ils sont venus faire des déplacements officiels et ensuite, ils vous ont soutenu durant un déplacement ou durant une prise de parole. On a eu la porte-parole du gouvernement, on a eu la ministre de la Transition écologique. Clairement, vous ne craignez pas votre sanction anti-Macron. On le sent dans cette campagne quand même, ça peut monter. Vous êtes le candidat à La République En Marche, soutenu par le parti, enfin investi par le parti. Vous ne craignez pas ce vote sanction ? Je ne le crains pas. Et à la fois, je ne suis pas dans une campagne nationale. Je suis dans une campagne locale. Je m'adresse à l'intelligence des Messins et des Messines. Leur dire, regardez mon programme, regardez les gens qui sont sur ma liste. Certes, je suis, et je ne peux pas le gommer, député LREM, et je soutiens ce gouvernement. Oui, d'accord. Bien sûr, je ne le nie pas. Mais en même temps, le vote qui va être celui des Messins et des Messines dans maintenant 3 semaines, il concerne Metz et il concerne le programme que j'ai et les personnes qui sont sur ma liste. Est-ce que M. Grosdidier est considéré comme un soutien de M. Jacob ou voire de M. Sarkozy qui a supprimé 4000 ou 5000 militaires à Metz? Est-ce qu'on lui renvoie sans cesse le fait mais vous le faites là. Voilà. Mais non, vous me donnez l'occasion de le faire. Mais vous le faites là. Donc il y a un peu de campagne nationale quand même, mais vous savez, que les électeurs, même au municipal, peuvent faire votre sanction, peuvent dire je sanctionne le gouvernement. Alors, chaque électeur est absolument libre de son vote. Et là-dessus, moi, je suis un démocrate. Et je me soumettrai évidemment à la démocratie. Mais j'essaie d'expliquer aussi qu'il faut faire la distinction entre les élections municipales et c'est un peu les 2 corps du roi, quoi. C'est une célèbre métaphore politique qu'on doit à Kantorowicz, je crois. Et donc, d'ailleurs, vous êtes la cible d'attaques violentes. Encore ce samedi, vous dédicaciez votre livre dans une librairie très connue du centre de Metz. Et visiblement, des échanges ont mal tourné avec des enseignants qui étaient opposés à la réforme des retraites. Et on a collé sur la vitrine de ce magasin et sur votre permanence parlementaire des croix gammées, en tout cas des autocollants faisant référence aux croix gammées. Ce que je voudrais dire, d'abord, c'est que c'est une très 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 grande minorité de gens et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils réussissent à faire le buzz de l'actualité. Voilà. Donc écoutez, il faut un petit peu remettre les choses dans leur contexte. C'était une dizaine de personnes qui sont venues m'interpeller sur les retraites, qui ne se sont pas présentées, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas d'où ils parlent, et qui ont, lorsqu'ils se sont retirés, ils ont juste dit qu'ils étaient enseignants, je les crois, et on a trouvé ces autocollants nazis qu'on a retrouvés un petit peu partout en France. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de concerté, qui vient d'extrême gauche. De l'extrême gauche. Pour vous, c'est l'extrême gauche. Pour moi, c'est l'extrême gauche. Et qui, l'extrême gauche et l'extrême droite se rejoignent aujourd'hui partout en Europe. Et là, on voit avec ce symbole nazi que effectivement, il y a quelque chose de l'ordre d'un appel à un régime fasciste qui est le recours de certains extrémistes. Et ça c'est très grave. Vous avez eu des appels des candidats messins, d'autres candidats pour vous soutenir? J'ai eu non, des candidats eux-mêmes, j'ai pas eu d'appel personnel. Non. Mais j'ai vous le regrettez? Bon, écoutez, ça c'est leur responsabilité. Chacun se comporte comme il le souhaite. Il y a eu des posts, comme on dit, sur les réseaux sociaux, en dénonçant cette attitude. Bon, je les prends comme ils sont. Mais encore une fois, c'est une très grosse minorité. Je regrette vraiment, et c'est là où j'ai hésité de porter plainte. Je vais le faire. Donc vous allez porter plainte? Je vais porter plainte. J'ai hésité un peu parce qu'à chaque fois qu'on porte plainte, on leur fait la publicité qu'ils veulent. Donc on peut imaginer qu'ils continueront si vous ne déposez pas plainte? On peut aussi imaginer qu'on leur donne une tribune en portant plainte.
Ça a été le cas d'ailleurs dans un article du Républicain qui est paru aujourd'hui, qui donne la parole à ces personnes sans qu'elles soient identifiées, sans qu'on sache qui c'est, sans qu'on sache au nom de qui elles parlent. Ce qui est quand même un peu incroyable. Je veux dire, si vous téléphonez, que vous revendiquez d'une chose, au moins faut-il avoir la décence de dire d'où vous parlez. Ici, la CGT est rentrée dans ce local au moment des retraites. On savait que c'était la CGT, ils se sont présentés comme tels, ils ont assumé. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais je respecte totalement cette possibilité. Ce que je trouve incroyable, c'est ce masque qui est pris par certains militants d'extrême droite qui ne se présentent pas comme tels, qui n'appartiennent pas à des collectifs et qui, quand ils se retirent, mettent des symboles nazis. Alors je veux bien que ce ne soit pas nécessairement eux qui le posent, je parle de ces enseignants, j'entends, mais à ce moment-là, qu'elles le dénoncent, qu'elles disent nous n'étions pas d'accord avec la personne qui a posé ce... Alors je n'ai pas entendu ce genre de choses. Le numéro 2 de LREM est venu avec le Premier ministre, Édouard Philippe, Pierre Pierson. Lors de son meeting, il a attaqué durement le casier judiciaire de votre adversaire, François Grosdidier. D'ailleurs, ce dernier a annoncé porter plainte. Est-ce que pour vous, le futur maire de Metz ne doit ni être condamné, ni être mis en examen? Écoutez, c'est quand même mieux. Je ne sais pas ce que les électeurs vont penser, mais c'est quand même mieux si on a un maire qui n'a jamais eu affaire avec la justice d'une manière ou d'une autre. Ce sera votre cas, je veux dire. Moi, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu affaire à la justice, ni de manière, ni de mon équipe. Vous avez bien regardé ça? Oui, bien sûr, on a regardé ça. Ça, c'est quelque chose qu'on regarde à la loupe. Voilà, c'est vraiment... Vous comprenez la sensibilité des électeurs maintenant sur ces sujets-là? Bien sûr. Avec le contexte. Tout à fait. Alors, le centre droit est globalisé, enfin, est divisé globalement, pardon, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui pêche pour vous mettre d'accord? C'est quoi? C'est une histoire d'ego? C'est une histoire de programme? Parce que vous êtes d'accord quand même sur la globalité des choses. Je pense que ce n'est même pas une question de programme, puisqu'à l'époque où nous avons discuté, les programmes n'étaient pas encore finalisés. Je regrette malheureusement que ce soit une question de personne. D'ego. On peut dire ça comme ça. Je veux pas. Si je réponds oui à cela, quelque part, c'est une attaque un peu personnelle. Ouais. Donc, je crois que c'est une question de personne. Il y a des personnes qui peuvent ne pas s'apprécier. Il faut l'entendre. C'est dommage parce qu'en politique, on doit être au-delà de ça. Voilà, c'est mon sentiment. Moi, j'ai dirigé avec Dominique Gros cette ville pendant 10 ans, disons, avec des personnes qui n'étaient pas nécessairement des gens que j'appréciais à titre personnel. Et même que j'appréciais pas du tout. Ah oui, on voudrait savoir qui. Non, ça c'est pas justement, c'est pas intéressant. Oui, non, et pourtant, j'ai continué à travailler avec eux. Vous parlez de Dominique Gros, justement, on y vient. Vous avez été adjoint à l'urbanisme, vous êtes le premier adjoint de Dominique Gros, donc fonction importante quand même dans les décisions de la ville. Vous êtes député depuis 2017. Alors, pour parler de Dominique Gros, il a préféré soutenir finalement Xavier Bouvet. Alors, il y avait à la fois, pas vraiment de surprise, mais à la fois, on pouvait imaginer aussi qu'il vous soutienne, qu'il soutienne Thomas Scuderi, qui est aussi l'un de ses adjoints, d'ailleurs toujours en fonction. Vous le regrettez Non, je le regrette évidemment, mais surtout je ne le comprends pas. Parce que Dominique Gros choisit de soutenir quasiment une liste d'extrême gauche. Aujourd'hui, on a des gens qui, autour de... J'ai regardé la liste de Bouvet. Oui, il a publié samedi. Le premier socialiste arrive 12e. Excusez-moi. Le reste, avant, ce sont des écologistes, des ammoniens et des communistes orthodoxes. Je pense que Bouvet est l'otage aujourd'hui. Il est l'otage. Dans sa liste, très clairement, et d'ailleurs dans ses dernières déclarations contre LREM, de l'extrême gauche. Je veux dire, c'est une liste d'extrême gauche qui ne dit pas son nom, mais c'est une liste d'extrême gauche avec des gens qui sont contre le Palais des Congrès, qui sont contre Amazon, qui sont contre le métis même le métis. Ouais, c'est quand même fort otage. Il est otage de ses codiciers. Je pense qu'il est otage de ses codiciers. Aujourd'hui, il a, par manque de sens politique, laissé dériver les choses vers une extrême gauche, et on le voit notamment dans ses positions qui n'ont rien à voir anti-LREM, qu'il a cité tout à l'heure, et objectivement dans le fait que les 11 premiers de sa liste sont des gens qui sont plutôt classés à l'extrême gauche. Je mets Hamon dedans, je mets le Parti communiste, et vu ce qu'ils font aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, et évidemment les écologistes. Même les Verts, parce que les Verts... bien sûr, les Verts sont des Verts
quand on entend qu'aujourd'hui, les gens de la liste de Bouvet, des Verts, sont contre le métis, parce que le métis est aujourd'hui diesel, c'est vraiment, vraiment la quintessence de l'écologie politique. Pour une solution plus écologique. Non, mais ils ne savent même pas que le métis a été conçu par Dominique Gros pour être aujourd'hui hybride et qu'il le sera totalement électrique dès que c'est possible. Ouais. Donc ils ne connaissent même pas les dossiers. Alors, vous êtes aussi député. Vous êtes d'ailleurs encore député aujourd'hui, on est bien d'accord. Pourquoi ne pas avoir quitté votre mandat de député pour faire campagne? Parce que on peut imaginer que finalement vous êtes député, vous n'êtes pas présent à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Clairement, j'y suis à 2 jours par semaine. Si, vous êtes à l'Assemblée nationale. Donc vous arrivez à faire une campagne tous les jours avec les Messins, vous arrivez à être à l'Assemblée nationale. J'arrive à être à l'Assemblée nationale, beaucoup moins que j'y étais quand je portais la loi Elan, où j'y ai passé mes nuits et mes jours pendant 6 mois. Il y a la réforme des retraites. Oui, mais je fais pas partie de la commission qui s'occupe de la réforme des retraites, je fais partie de la commission des affaires économiques. Et donc, au moment où je portais la loi Elan, beaucoup de mes collègues n'étaient pas nécessairement présents. On ne peut pas être 530 chaque fois, et en même temps, vous le disiez vous-même, aussi proche des... Il y a des moments forts où on est très 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 présent, et je l'ai été, et il y a des moments plus faibles où on y est assez peu. Je suis de toute façon chaque semaine à l'Assemblée nationale pour remplir les obligations qui sont les miennes aujourd'hui. Il est vrai que j'ai fait le choix aujourd'hui de la campagne, et d'ailleurs, ce qui montre bien que l'Assemblée nationale est en résonance avec ça, c'est-à-dire qu'à partir de, je crois, du 3 mars, nous serons en suspension pour les élections municipales. Alors du coup, les Messins veulent savoir pourquoi vous voulez devenir leur maire si vous êtes élu. Vous êtes député, finalement vous vous ennuyez à l'Assemblée, vous avez considéré que ce n'était pas le bon mandat pour agir? Absolument pas. Quelle est la raison? Absolument pas. Je voudrais revenir sur une chose, rétablir une vérité. J'avais dit à Emmanuel Macron, je ne serai pas candidat à la députation. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit. Je l'avais dit, je lui avais dit lors de sa visite, puisque je l'ai accueilli le 21 novembre. J'ai été un des premiers à accueillir le président. Il était candidat à la présidence. Voilà. Il était question que ce soit Béatrice Agamemnon. Et elle a renoncé à quelques semaines de l'investiture. On m'a appelé de l'Élysée en me demandant de me présenter. J'ai dit oui, mais j'ai dit je me présente parce qu'il faut effectivement en face de Mme Zimmermann quelqu'un qui sache un petit peu faire de la politique. Hein. C'est quand même quelqu'un qui avait 4 mandats, qui avait quelque part vraiment bien travaillé. Je voudrais ici lui rendre quand même hommage, même si je l'ai battu difficilement. Mais j'ai dit à l'Élysée, j'ai dit je serai candidat pour la mairie de Metz. Et on a acté. C'est pour ça que je n'étais pas inquiet. Vous comprenez une forme de confusion auprès des électeurs? Non, parce que il n'y a pas de confusion. Vous briguez un mandat, puis finalement vous voulez devenir maire de Metz. J'ai aussi une suppléante qui est extraordinaire et qui pourrait tout à fait bien siéger à ma place. Mais ça, beaucoup le font à LRM. Il y en aura beaucoup s'ils sont élus maires et qui vont traiter l'Assemblée. Je crois qu'on est aujourd'hui le député candidat. Allez, si on est une vingtaine, c'est le maximum. On doit être entre 10 et 15. C'est pas énorme par rapport aux 303 qu'on est aujourd'hui. Il ne faut pas exagérer. Moi, en tout cas, mon cas personnel est très clair. Mon engagement a été effectivement de soutenir Emmanuel Macron au moment des législatives, dans des conditions qui n'étaient pas si simples sur Metz. Et ensuite de dire, effectivement, je suis candidat aux élections municipales. Après, on laissera les Messins juger. S'ils considèrent qu'il y a confusion des genres, vous parliez par exemple d'Édouard Philippe, c'est encore pire. Il est candidat au Havre, il est Premier ministre. Mais vous verrez que les Havrais vont les lire. Oui, parce que, il a un boulevard. Donc, pourquoi aurait-il un boulevard? Ils peuvent aussi le sanctionner parce qu'il est Premier ministre et en même temps candidat. Si on est bon quelque part, laissons le suffrage universel décider. Voilà, si les Messins veulent de moi, ils m'éliront, nonobstant le fait que je sois député. Revenons à Metz, projetons-nous au second tour, et après on va rentrer dans votre programme, parce qu'il y a beaucoup de points à détailler ensemble. Projetons-nous au second tour, si vous êtes qualifié, mais derrière, comme le sondage l'indique, derrière François Grosdidier, derrière Xavier Bouvet, derrière Françoise Grollet, est-ce que vous vous maintenez, et surtout, est-ce qu'un accord est possible avec Xavier Bouvet, ou même avec François Grosdidier? Pardon, mais lui aussi était soutien d'Alain Juppé, vous êtes de centre droit, est-ce que c'est possible? Je n'ai aujourd'hui aucun contact, ni avec l'un ni avec l'autre. Aucun contact. J'enregistre les déclarations de Xavier Bouvet. Qui a dit aucun accord avec vous. Donc, mais vous avez la réponse. Non, mais vous... Attendez, on ne se marie pas avec quelqu'un qui n'a pas envie de se marier avec mais nous. vous pourrez quand même tendre la main, après on peut réfléchir, on peut aussi tendre la main, et puis on peut aussi tendre la deuxième joue pour se faire battre alors qu'on s'est fait battre une première fois. Je reprends la même métaphore. Bien sûr. Mais vous vous maintenez, vous vous maintiendrez. Il y a des chances même si vous êtes dernier.
peut-être que Bouvet sera derrière moi, Ouais. on n'en sait rien du tout. Mais rien n'est fait. mais en tout Voilà, cas, donc si- moi je trouve d'ailleurs un peu curieux que le sondage du Républicain Lorrain ne teste pas une configuration où j'étais face à Grosdidier et où M. Bouvet était derrière. Parce qu'il ne pouvait pas savoir que j'étais à 10 ou 11% avant d'avoir lancé le sondage. Pourquoi n'ont-ils pas testé ce genre de choses? Ça, Et faudra leur demander. je pense, parce qu'on a vu apparaître aussi Oui, une sondage, question voilà, une supplémentaire, ils sont expliqués. et cette question supplémentaire qui a montre été bien visiblement posée que par que cette question supplémentaire montre que mon poids peut être très différent si les gens ont le choix, par exemple, entre M. Grosdidier et moi-même. Et je pense que dans cette configuration, malheureusement, mes comptes de campagne ne me permettent pas de payer un sondage sur cette question-là. Et je pense que sur cette question, je pourrais gagner face à Grosdidier parce que je rassemblerai l'électorat du centre et de gauche dans un deuxième tour. Une fois que, vous savez ce qu'on dit, au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. Voilà. On va rentrer dans le fond de votre programme. Vous avez édité 40 pages pour présenter vos propositions. Je les ai lues très attentivement. Alors, on ne pourra pas revenir dans le détail au complet, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Si on doit résumer, si vous devez résumer votre programme, quelle est votre vision générale de Metz et même de la métropole dans 6 ans, si vous êtes élu? Écoutez, le titre, déjà, la Cité européenne de l'écologie et de l'entrepreneuriat, donne les 4 piliers qui sont essentiels pour moi dans cette campagne électorale. C'est un travail qu'on a fait pendant 1 an avec des gens de la société civile et qui ont été rejoints ensuite par des personnes plus engagées politiquement, qui n'ont d'ailleurs pas beaucoup contesté le programme qui a été fait, ce qui montre qu'effectivement il représentait un certain consensus, puisque nous avons aussi travaillé avec les Messins. Je crois que je suis le seul à avoir fait ce travail pendant 1 an avec Jérémy Aldrin. En rendant hommage. Parce que la société civile, c'est à la mode. Voilà. Oui, et puis le travail de fond envers les gens, etc. etc. La liste de M. Grosdidier est une liste de politiques il a été à la chasse. Je crois même, je me demande s'il n'a pas repris un chasseur de têtes pour prendre des têtes d'affiches comme ça, qu'il a collées les unes avec les autres autour d'un programme sécuritaire. Moi, j'ai un vrai programme qui est celui que j'énonçais. Et ce que je veux faire, d'abord, je me situe dans la continuité de Dominique Gros. Oui, on va y revenir d'ailleurs. Même si je n'ai pas son soutien, nous avons fait une politique centriste. Dominique Gros n'a pas fait une politique avec les communistes et avec les écologistes. D'ailleurs, le peu d'écologistes qui étaient avec lui, notamment M. Darbois, critiquent aujourd'hui ce qui a été fait. Et vous critiquez vous aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Sauf que pendant 12 ans, il n'a rien dit. Donc c'est quand même, ils sont quand même extraordinaires, ces hommes politiques. Hein. Ils se demandent pourquoi les Messins et les Messines les déconsidèrent. Et en même temps, ils font une politique pendant 12 ans en votant tout. Et puis la 12e année, ils disent « Ah ben non, c'était pas bien ». Franchement, quelle crédibilité de M. Darbois ou d'ailleurs de M. Grosdidier ou d'autres qui aujourd'hui effectivement critiquent la politique en matière d'urbanisme. On va rentrer dans le détail. On va commencer par la sécurité. Alors c'est visiblement un enjeu de campagne très important à Metz. On y reviendra peut-être pourquoi. Hein, on va expliquer. Vous proposez une batterie de mesures. Alors antenne de la police municipale Place de la République et dans le quartier Outre-Seine. Police municipale déployée la nuit complète, notamment les week-ends, où le centre-ville est très fréquenté, le renforcement de la vidéosurveillance, une brigade montée à cheval, plus de sévérité contre les... Uniquement dans les parcs. Oui, d'accord, vous allez détailler. Plus de sévérité contre les incivilités. Alors, c'est un programme sécuritaire qui semble musclé. C'est pas un programme... C'est pour répondre à François Grosdidier, d'une part. Alors, quelle mise en place pratique, concrète de tout ça? Et qu'a raté la majorité actuelle au pouvoir sur la sécurité? Moi, je refuse le terme sécuritaire. Oui. Je l'accollerai, vous avez raison, au Front National et à M. Grosdidier. Eux, ils ont un programme sécuritaire. Ils ont un programme qui fait peur aux Messins. Qui fait peur. Oui, bien sûr. C'est-à-dire baser son programme sur la sécurité, de la manière dont ils le font, c'est-à-dire de manière sécuritaire, en disant je vais augmenter de plusieurs dizaines les policiers municipaux, je vais mettre des caméras partout. Parce que vous proposez pas plus de policiers municipaux? Non. Il y en a assez? Oui. Je propose un redéploiement. Moi, expliquez-nous comment, comment vous le mettez en place, votre programme. Le diagnostic, c'est il y a des problèmes de sécurité que je connais, qu'on ne peut pas, et je le dis depuis 3 ans en maire, aux sorties des boîtes de nuit, la nuit, aux sorties des bars. Il y a eu des drames. Voilà. Et ils se passent toujours à ce moment-là. Toujours. Alors qu'est-ce qu'on fait? La présence de la police municipale, qui aujourd'hui est absente de ces lieux,
Il faut que devant chaque boîte de nuit, chaque lieu où on sait que les gens vont sortir à 3 ou 4 heures du matin un petit peu éméchés et qu'il va y avoir des rixes qui produisent de l'insécurité ou des altercations, eh bien la police est présente. La police est présente, elle sécurise les gens qui veulent sortir de manière tranquille et ça suffit. Ça suffit, c'est-à-dire c'est presque une anticipation. Et évidemment, il y aura une réaction de leur part. La vidéosurveillance, on en fait quoi? La vidéosurveillance, elle est présente. Je continue à en mettre, mais pas de manière combien de caméras? Combien et où? Vous en mettez où des caméras? Ah non, je continue à en mettre progressivement, et essentiellement dans le centre-ville. Oui. Mais il ne faut pas oublier les quartiers non plus. Si vous voulez, il ne faut pas non plus focaliser trop sur le quartier de Borny ou le quartier de la Patrotte, de Bellecroix, sont 3 points où il y a des trafics de drogue, on connaît, mais là c'est la police nationale, il faut venir en renfort de cette police nationale pour effectivement l'aider. C'est compliqué, parce que sur les trafics de drogue, on cherche à remonter des filières et donc pas nécessairement à arrêter, ce que les gens ne comprennent pas. On peut arrêter tout de suite les délinquants, et le lendemain, le petit dealer, il est remplacé. Donc c'est pas très efficace. Donc et puis il y a les bornes, les fameuses bornes d'appel. Et SOS, oui. Voilà, SOS, que je transforme toutes les bornes d'appel en bornes SOS de manière à pouvoir intervenir, non pas simplement sur les questions d'insécurité, mais quelquefois aussi sur les chutes de personnes âgées, etc., etc. Donc moi, j'ai un programme qui est vraiment circonstancié, qui a analysé les problèmes de sécurité liés à Metz et qui n'en fait pas une ville insécure où on serait égorgé à chaque fois qu'on sort la nuit, ce qui est un petit peu la tendance du Front National et de M. Grosdidier, mais je considère qu'effectivement, il y a des problèmes circonstanciés que nous pouvons résoudre de manière très efficace la très bonne police municipale que nous avons. Et qui n'ont pas été réglés sur 10 ans de Migros. Ces problèmes arrivent il y a 3-4 ans à peu près. Oui, enfin, il est au pouvoir. Oui, non, mais j'ai commencé à lui dire, j'ai fait des interventions. On se souvient, publiquement. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il a raté? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je ne peux pas parler à sa place, mais de Migros a peut-être moins... C'est de l'angélisme, il est peut-être moins en contact que je peux l'être. Moi, je suis quelqu'un qui vit cette ville. Je vais dans les restaurants, je vais dans les bars, je suis présent dans cette... jusqu'à une certaine heure, parce que j'ai beaucoup de travail, mais je suis présent dans cette vie nocturne, donc je la connais. Ouais, vous la connaissez. Et je sais très bien, j'ai par exemple un couple d'amis dont les enfants se sont fait agresser à 4 heures du matin en prenant le taxi sur la place de la République. Donc je connais ces problèmes, et ils se sont fait agresser par une bande de jeunes, qui venaient d'ailleurs peut-être de villes périphériques, qui ne venaient pas nécessairement de Metz. On dit qu'on a pacifié toutes les villes compliquées à l'extérieur, mais force est de constater que quelquefois la délinquance peut venir aussi de ces villes-là. Ça, c'est vous parlez de Voipy, non? Par exemple, au hasard. Encore une fois, François Grosdidier. Par exemple, donc ces petits voyous, on va dire, qui traînent en ville, il faut effectivement être capable de pouvoir les arrêter, parce qu'ils viennent évidemment plutôt dans le centre-ville. Autre point, alors on a parlé de sécurité, mais autre point dans votre programme, j'ai lu, vous voulez instaurer des référendums locaux et des consultations régulières sur des décisions de vie locales. Alors ça a été une forte demande d'ailleurs des Gilets jaunes pendant la crise avec le président de la République. Comment vous allez les appliquer à Metz et sur quel sujet? Il n'y a pas de petits sujets. L'ensemble des... on a essayé... C'est quand même là aussi, je voudrais le dire, c'est quand même un échec. Là aussi, ça fait beaucoup d'échecs quand même. On va peut-être revenir sur la réussite, mais enfin... Il y a eu d'énormes réussites, mais comme toujours, excusez-moi, mais on ne parle que des choses, de trains qui n'arrivent pas. Mais oui, mais parce qu'il faut les régler. Mais voilà, et c'est ça aussi la politique, c'est-à-dire qu'on est là pour tout ce qui va bien. Je ne vais pas être là dans l'autosatisfaction. Non, justement, c'est pas ce que j'attends de vous, mais alors, du coup, sur ces référendums locaux, mais faites comment? C'est pas beaucoup d'échecs, je dirais que c'est un petit peu sur la sécurité, sur la démocratie participative, et on en parlera peut-être sur la propreté. Il y a 3 points qui auraient pu être peut-être un peu mieux améliorés, mais il ne s'agit pas d'échecs, il s'agit de points qui sont aujourd'hui en suspens et qui pourraient être améliorés. Alors, sur ces référendums locaux. Pourquoi je dis ça qu'il y a un échec? D'abord, excusez-moi de finir la phrase sur le sujet, c'est que la démocratie participative doit amener les gens à participer plus et à voter plus. Or, le taux de vote de Metz est le même depuis que nous sommes là. Donc c'est qu'il y a un échec.
Alors, je ne sais pas qui s'occupait de la démocratie participative. Bah, si, on sait bien. Ah bon, d'accord. Mais c'est Thomas Kuhler. Voilà, Oui. bon, on est obligé de constater que son efficacité... Qui est aussi l'un de vos adversaires sur la campagne. Écoutez, elle a été relativement faible dans la mesure où on n'a pas réussi à avoir cette démocratie qui est vraiment importante. Hein. Voter, c'est quand même essentiel. J'entends, donc comment on l'applique? Le faire de manière plus précise, c'est-à-dire sur tous les sujets. Et pas sur simplement, tous les sujets. Bien sûr, sur tous les sujets qui sont des sujets importants. Vous avez des exemples dans votre programme, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez soumettre à un référendum local dans votre programme? Dans le programme, par exemple, on va dire la grande médiathèque centrale. D'accord. La grande médiathèque centrale qui fait beaucoup d'encre, parce qu'on avait proposé de la mettre dans la caserne Ney, parce que c'était une idée urbanistique intéressante. L'armée propriétaire. Voilà, mais l'armée est propriétaire de plein de choses qu'elle cède. Donc on peut imaginer aussi. Pour le moment, elle n'a pas l'air extrêmement enjouée. Bien sûr, mais ça je le comprends. Peut-être aussi que j'ai été un peu maladroit dans la manière de présenter les choses. On peut faire un peu d'autocritique aussi sur le sujet. On a l'enthousiasme de la campagne et à un moment donné, on fait des propositions. Si ça se fait pas là, ça se fera ailleurs. Il y a plein d'autres lieux, des casernes ou autres, qui sont en train de se faire d'être libérés. Donc revenons à ces référendums locaux. Là, vous évoquez cette médiathèque, d'autres sujets que vous pouvez mettre en débat. Les sujets, à chaque fois, j'ai là... on va parler peut-être d'écologie à un moment donné, mais oui, on va en parler. Dans le programme écologique qui est le mien aujourd'hui, je veux implanter des fontaines, comme j'ai fait la fontaine de la place Mazel. On voit les jeunes, lorsqu'il fait très chaud, qui jouent. Il y en aura sur toutes les places. Par exemple, pour leur implantation, pour que les voisins soient respectés, on peut imaginer un référendum sur le sujet. Okay. Dans votre programme, vous notez aussi créer un RER vers le Luxembourg en partenariat avec les villes de Nancy et Thionville. C'est un sujet qui revient très régulièrement à cause des problèmes de TER notamment, comme un RER parisien avec un passage toutes les 5 minutes aux heures de pointe et toutes les 10 minutes aux heures creuses. Alors clairement, on attend toujours une décision de l'État, de la région. Comment vous faites? Quelles sont les discussions? Combien ça coûte? Parce que ça, c'est bien de le dire, mais comment vous faites en tant que maire de Metz si vous êtes élu? Alors, évidemment, le RER n'est pas d'une compétence. Voilà. D'autres proposent, je pense que c'est M. Grosdidier et M. Ségrigout qui ont présenté un projet de monorail. Au passage, ils nous annoncent un budget entre 500 millions et 1 milliard. Excusez-moi, quand on est prêt à chiffrer un budget du simple au double, qui vaut d'ailleurs, à mon avis, pas loin des 10 milliards, on est en plein délire. Si ça, c'est des propositions politiques, moi, ma proposition politique, que, évidemment, on ne porte pas en tant que ville de Metz, mais qu'on peut pousser. Moi, j'ai aujourd'hui une personne dans mon équipe qui représente d'ailleurs le MoDem, qui s'appelle Jean-Claude Mathieu, qui a construit la LGV et qui est à la tête de 1000 personnes qui travaillent pour la SNCF. Et lui, il m'apporte toutes les solutions techniques, alors on ne peut pas rentrer dans le détail, qui permettent, en négociation avec la SNCF et avec l'autorité régulatrice des transports, qu'est la région, de pouvoir effectivement faire ce RER. C'est la seule solution. On pourra rajouter une voie supplémentaire à la 31, il faut le faire. L'argent est là. Mais d'un autre côté, à un moment donné, il y a toujours un goulot d'étranglement quand on rentre au Luxembourg, tout le monde peut le comprendre. Donc la solution, c'est les transports en commun, et surtout si on est écologiste. Du coup, vous faites pression, si vous êtes élu maire de Metz, pour ce projet, vous en discutez avec le maire de Nancy, c'est Laurent Hénard, Mathieu Claude, on verra, mais à Thionville, on verra aussi, mais vous faites comment? On entend très bien avec Alain Cuny, qui a le soutien de la République En Marche. Pierre Cuny. Pierre Cuny, pardon, oui, mais je ne sais pas pourquoi je l'appelle Alain. Donc, Pierre Cuny, oui. Et avec évidemment Laurent Hénard. S'il est élu. Voilà, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Et je dirais, et là, c'est la dimension internationale de ma campagne, de mon programme, de mon projet, plutôt, comme je le dis souvent. Je rencontre tous les mois, voire tous les 2 mois, le maire de Luxembourg. D'accord. Je veux dire, il faut qu'à un moment donné, Metz soit connecté. L'erreur de Dominique Gros, après 2 mandats, c'est de commencer à faire des moulinets en disant il faut que le Luxembourg sur la rétrocession fiscale. Sans doute. C'est des moulinets. Vous êtes très critique. Mais c'est une méthode qui est différente. Dominique est quelqu'un que j'estime beaucoup, avec lequel j'ai eu aucun problème et Mais là, sur ce sujet, je ne peux pas être d'accord avec lui sur la manière de faire.
En plus, en fin de mandat. Vous voyez, on est. Il s'en est rendu compte un peu tard, il s'est réveillé un peu tard sur ce sujet. Voilà, et bon, alors qu'il fasse ses moulinets, qu'il ait peut-être raison sur le fond, mais amener les Luxembourgeois à effectivement participer de manière raisonnée financièrement au développement de cet axe est quelque chose qui ne peut pas se régler dans un rapport de force. À mon sens, ça doit se régler dans des rencontres, je dirais mensuelles ou bimensuelles, qui font que la métropole messine, et là c'est pas tant le maire que le président de la métropole. La métropole doit rencontrer régulièrement, et alors, je critique Dominique Gros parce qu'au moins il fait, mais Jean-Luc Baul, on n'entend pas Jean-Luc Baul, on ne sait pas ce qu'il pense. Oui, il est vice-président de la région Grand Est. Il est premier vice-président de la région Grand Est. Lui, il est sous les radars. La presse ne l'embête pas trop sur ses positions, ni sur sa campagne, ni sur quoi que ce soit. Et pourtant, premier vice-président de la région Grand Est, président de Metz Métropole, une des 22 métropoles françaises. On ne sait pas du tout ce qu'ils pensent. On ne sait pas du tout ce qu'on fait. On va parler écologie, c'est le sujet de la campagne, sans surprise. Vous notez dans votre programme, vous voulez aménager le plan d'eau et les berges de la Moselle. Alors, quelle est votre vision sur ce secteur qui est bien connu des Messins? Vous vous inspirez quoi? De Bordeaux, de Lyon? Ça coûte combien? Vous faites comment? Moi, plutôt que de faire une sorte de navette fluviale qui ramassera personne. Là aussi, c'est François Grosdidier. C'est d'un ridicule abouti. Vous envoyez vos flèches. Non, mais attendez, un transport en commun, il passe là où les gens ils habitent. Il ne passe pas au milieu de nulle part. Je veux dire, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Moi, j'aménage le plan d'eau pour un lieu de loisir, pour un lieu de plaisir. C'est-à-dire quand il fait chaud, quand les gens qui ne peuvent pas partir en vacances, ou ceux qui, les week-ends du mois de juin où il fait très chaud, ils vont venir au bord de la Moselle, ils vont pouvoir se baigner, ils vont pouvoir se restaurer, comme on a fait avec les terrasses flottantes, ils vont pouvoir s'approprier l'eau. Vous faites quoi? On aménage, tout ça. Et au-delà de ça, l'eau c'est l'or. Mais ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à quelque chose qui est... Alors là, on ne le voit pas à l'image, mais effectivement, on a déjà fait des sujets sur leur énergie. Voilà, donc il est là. C'est notre collègue Sybille qui nous a proposé ça. D'ailleurs, intéressant, elle l'a proposé à tous les candidats. Et c'est les seuls à l'avoir dit. Mais au-delà de ça, l'eau, elle sera présente partout. Je parlais des fontaines tout à l'heure. On va en mettre partout. C'est pas que reverdir la ville, qui est important. Évidemment, il faut le faire, même si l'ABF est un peu réticent sur ces sujets. Mais mettre des fontaines partout, où les jeunes, les enfants peuvent venir jouer aux périodes de grande canicule, où les personnes âgées peuvent venir aussi autour. C'est des points de rafraîchissement qui seront essentiels en termes d'écologie. Et sur l'écologie, parce que je pense qu'on va pas passer très rapidement sur ce sujet, puisqu'il est quand même important. Moi, je fais une ORT. C'est un dispositif. L'acronyme ne dira rien à personne, mais c'est opération de revitalisation des territoires. C'est un dispositif de Normandie qui permet à tous les propriétaires dans le centre-ville, le centre-ville ancien, de bénéficier des mêmes avantages fiscaux que pour le Pinel. C'est-à-dire de pouvoir rénover complètement pour la partie énergétique, notamment. D'accord. Alors, on continue sur l'écologie. Vous défendez également l'aménagement d'îlots, de fraîcheur, plantation d'arbres, création de forêts urbaines, végétalisation des façades des bâtiments existants, des parkings, des cours d'école, créer des potagers éducatifs. Je m'arrête là. Là, pareil, vous dites aussi, vous voulez planter massivement des arbres. Alors, massivement, il va falloir nous expliquer où et combien exactement, combien d'arbres. Moi, je ne suis pas dans la surenchère. Massivement, oui, bien sûr. Plusieurs centaines, je vais vous dire. J'ai un exemple très précis qui me saute aux yeux depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle le jardin Jean-Marie Pelt, maintenant, le jardin de la Seine. Oui, devant les arènes. Ce jardin, il doit être planté. Quand vous y allez, moi j'y vais souvent en plein été. Il n'y a pas d'îlot de fraîcheur. Vous voulez faire quoi, une forêt urbaine à cet endroit? Il y a une possibilité, effectivement, de planter beaucoup plus d'arbres. Alors, ça veut dire que, quelque part, ce lieu ne servira plus de manière festive, mais il sert assez peu. Il y a quelques manifestations par des associations, mais c'est un exemple. D'autres exemples sont aujourd'hui la possibilité de replanter, par exemple. Moi, je le dis là, ici, et de faire ce que M. Jean-Marie Rouge
Monsieur Thiel, Monsieur Khalifé et Madame Stemar, qui étaient dans l'équipe de Jean-Marie Roche, Qui sont maintenant chez François Grosdidier, eh bien, ils ont préempté 400 hectares de terres agricoles à Metz, notamment 150 hectares sur les Hautes-Vallières. 150 hectares que nous, on a gelés. Les Hautes-Vallières, moi, je les replante, j'en fais effectivement une. Alors là, vous parliez de forêt urbaine, c'est presque plus une forêt urbaine, c'est une forêt à la limite conurbaine de l'urbanité. Il y a beaucoup de lieux comme ça, à Magny, ici, ou même quelquefois au centre-ville, sur lesquels on peut agir de manière déterminée. Des arbres, vous en plantez où également? Vous en plantez devant la gare? Vous en plantez dans le quartier de l'amphithéâtre? Vous en plantez sur la place de la République? J'en plante par exemple sur la rigole de la place Saint-Louis. La place Saint-Louis, d'accord. Cette rigole, cette minéralité, je l'ai proposé, l'ABF l'a refusé, l'ancienne ABF, on fera en sorte que, par exemple, là, on puisse soit avoir des jets d'eau, soit avoir un ensemble planté. D'accord. Et sur la place Mazel, on avait un programme de plantation. Parce que là aussi, totalement minéral. Complètement, mais à cause de l'ABF. On avait un ensemble de plantations, mais à l'époque, en 2009-2010, quand on a fait ça, déjà l'écologie n'était pas vraiment à l'ordre du jour, et puis ensuite on était sous la tyrannie d'un ABF qui nous expliquait que Metz était historiquement depuis des siècles minéral, et qu'il n'était pas question de mettre des arbres. Aujourd'hui, ce même ABF, c'est plus le même d'ailleurs, la fonction est la même, mais pas la personne, commence à effectivement, comme beaucoup, permettre de faire évoluer les villes, et donc c'est une bonne chose, on va développer cette... Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui combien d'arbres vous allez planter, par exemple? Non. Vous n'avez pas un plan? Je vais dire plusieurs centaines, ça c'est clair. Il y a un autre sujet, si vous connaissez un peu le Sablon, il y a 2 bâtiments qui appartiennent à l'armée, qui sont une horreur absolue, qui sont dans un état de délabrement complet. Ils sont rue Saint-Ami. D'accord. Les Sablonnais le connaissent bien. Et là, je fais un grand parc où, avec des arbres. Donc j'ai repéré beaucoup d'endroits comme ça. Sur la caserne des Vallières, qui est en stand-by depuis 3 ans que je ne m'occupe plus d'urbanisme. On a la possibilité. Le grand parc que j'ai fait, parce qu'on critique beaucoup l'urbanisme, mais les belles choses qu'on a réalisées, le grand parc des Sansonnets par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, ce grand parc immense avec des jardins ouvriers tout autour, c'est quelque chose qui a été réalisé et qui pourrait être beaucoup plus planté d'ailleurs. D'accord. Sur le quartier de l'amphithéâtre, vous connaissez la critique sur ce quartier? Non. Vous ne connaissez pas la critique? Non. On dit de ce quartier, donc pour résumer, Pompidou, centre des congrès, bientôt l'hôtel Philippe Starck, le centre commercial Muse, il est bétonné. C'est un quartier bétonné. Où est le vert? Là, finalement, c'est votre dossier, c'est votre bébé à Metz. Est-ce que ce quartier est bétonné? Absolument pas. Il n'est pas bétonné? Non, il n'est pas bétonné. Où sont les arbres? Ils sont de l'autre côté de la voie ferrée. En fait, la conception même du quartier par Jean-Marie Roche est la suivante. Le quartier de l'amphithéâtre, c'est le quartier amphithéâtre plus parc de la Seille. C'est-à-dire que Mais vous ne pouvez pas dire je veux mettre des îlots de fraîcheur là où c'est minéral, et là vous avez un quartier minéral, Richard Léger. Beaucoup de gens, d'abord, il y a des plantations le long du parvis des droits de l'homme, le long de la rue Courbe, qui est maintenant la rue des Messageries, il y a des plantations, et puis les gens, s'ils veulent avoir la possibilité d'avoir de la fraîcheur, ils font à peu près 20 mètres et ils ont les 20 hectares du parc de la Seille. Donc 20 hectares de construction, donc très dense évidemment, comme une ville doit être très dense pour les réseaux, parce que ça c'est de l'écologie. La densité, elle est demandée. Oui, il faut construire en hauteur. En hauteur et de manière très dense pour, consommer le minimum d'espace urbain. Imaginons qu'on ait dit, OK, on met entre chaque gros plot des îlots plantés. On aurait fait la même chose aussi de l'autre côté sur le parc de la Seille, par voie de parallélisme. Non, la conception même, c'est 20 hectares effectivement de construit, pas très haut d'ailleurs, parce que si vous allez dans le quartier du Vaken à Strasbourg, c'est beaucoup plus haut en effet. Oui, il y a des tours. Ça reste dans les hauteurs du quartier impérial, on va dire ça comme ça, et puis 20 hectares effectivement derrière de parc. Donc c'est en fait ce quartier, c'est 40 hectares et il est planté à 50%. Donc, à 50%, d'accord. Mais donc ce quartier ne peut pas être plus vert. Non. Il pourrait être plus... Non, il pourrait pas être plus vert. Si. Il pourrait l'être, encore une fois, mais on confine à l'absurde. Et puis surtout,
Si vous allez, parce que les gens ne le voient pas, puisque si vous allez sur le haut de Muse, vous avez des espaces plantés. Oui, qui ne sont pas accessibles au public. Qui sont accessibles, mais ils sont d'abord accessibles aux personnes qui y vivent. Et ça, c'est le plus important. On a quand même la plus grande résidence-service de France, qui fait 10 000 m². On a presque 50% de logements sociaux, alors qu'on a présenté ce quartier comme un quartier de bobo. Excusez-moi. C'est pas un quartier de bobo. Ah, pas du tout. Pas du tout. 50% de logements sociaux. Excusez-moi. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît un quartier de bobo à 50% occupé par des gens modestes? Non, c'est pas vrai. Bien, on va parler mobilité. Est-ce qu'on circule bien à Metz, de manière générale? Oui, c'est d'ailleurs le problème. C'est-à-dire que c'est ce qui empêche, je pense, ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire la capacité pour les gens de quitter leur voiture individuelle pour faire la plupart du temps 3 ou 4 km, pas plus, pour aller travailler et de préférer prendre les transports en commun. Donc l'offre de transport en commun est croissante, elle développe. On va y venir. Troisième ligne Métis. Vous voulez instaurer la gratuité des transports pour les jeunes de moins de 26 ans, pardon. Voilà. Alors pourquoi que les jeunes de moins de 26 ans? Combien ça coûte? On a rajouté les personnages. Vous êtes d'accord? Voilà. À partir de quel âge? À partir de, je crois, 64 ans. Et alors, pourquoi que ces deux catégories de la population? Parce que c'est les catégories les plus fragiles dans mais pourquoi pas une gratuité totale? Le Luxembourg va le faire, par exemple. Oui, mais parce que ça coûte beaucoup. Ça coûte cher, oui. Voilà. Alors, justement, ça coûte combien cette gratuité partielle que vous proposez? Alors, c'est plusieurs millions d'euros. Vous n'avez pas de chiffre? Non, si. On a de l'ordre de 4 millions d'euros par an. Il est clair aujourd'hui qu'on ira progressivement. C'est-à-dire qu'on commencera par la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans, pour aller progressivement là-dessus. Mais ce sont des négociations qu'il faut avoir avec J'allais dire, c'est une compétence de la métropole. C'est pour ça que je suis très prudent sur le sujet. Encore une fois, c'est comme l'idée de la médiathèque centrale, et particulièrement pas de la médiathèque, mais même de l'objet lui-même, qui est la caserne Ney. Moi, je suis là pour donner des idées. Je suis là pour faire des campagnes. Ensuite, effectivement, une fois que les gens me font confiance, on passera à la réalisation. Mais moi, je suis pas en train de vous vendre un monorail à 100 milliards d'euros. Si vous êtes élu demain, cette promesse-là, les électeurs l'ont retenue. Bien sûr. Vous devez être en mesure de leur présenter une gratuité des transports pour les moins de 26 ans. D'accord, ok. Sur la ligne 3 du Métis, vous venez d'en parler, donc vous la faites. Vous la faites sur quel tracé et quand? Alors, on l'a fait sur un tracé qui va jusqu'à la BA 128. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est tout à fait clair. Ouais. Et pour moi, qui monte sur la partie de Saint-Julien, qui va jusqu'à hauteur de Saint-Julien. Ça, c'est pour moi... qui passe par Bellecroix. Voilà, c'est ça. Par Bellecroix et Saint-Julien. C'est parce que ce sont des quartiers populaires pour certains. Ce sont des quartiers très denses, à la différence des navettes fluviales qui traversent des quartiers qui n'existent pas. Moi, je fais le choix d'aller desservir les Messins et les Messines. Ça va coûter combien? Une ligne... des estimations. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, là, en gros, grosso modo, une ligne, c'est les deux lignes Métis telles qu'on les a, ça a été 230 millions d'euros. On va avoisiner les 100 millions d'euros, mais effectivement, c'est quelque chose qui se fait sur un plan d'investissement qui est... parce qu'elle devrait être mise en service quand? Il nous a fallu 4 ans pour la faire, donc je pense que... Quasiment la fin du mandat, oui. Oh, je crois qu'on pourrait arriver un petit peu, parce que c'est beaucoup moins complexe, cette ligne, que n'a été les deux lignes, avec, je vous rappelle... aussi, il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup de contestations. Les gens de la Grange au Bois, alors ça aussi, il faudrait dire 2 mots. Aujourd'hui, les gens de la Grange au Bois sont assez irrités de ne pas avoir une ligne Métis. Mais pourquoi? Parce qu'une minorité... Ils passent pas très loin de chez eux. Pas très loin, mais elle ne va pas... Elle était prévue dans la Grange au Bois. Une minorité d'une trentaine de personnes qui a fait un fonds pas possible pour demander au maire de ne pas faire la ligne Métis parce qu'elle coupait un petit peu de leur jardin ou je ne sais pas quoi. Et le reste, la grande majorité silencieuse n'a rien dit. Du coup, la ligne Métis n'y va pas. Et cette grande majorité silencieuse, aujourd'hui, elle se réveille en disant « Pourquoi on n'a pas de ligne Métis ?» Donc c'est aussi ça, cette tyrannie des minorités dont on parlait tout à l'heure, avec les gens qui sont venus m'enquiquiner et poser des symboles nazis, quels que ce soient les gens, c'est cette tyrannie de la minorité qui nous mène à un moment donné à quelque chose d'absurde. Et je voudrais le dire aux gens qui nous écoutent,
Je veux dire, les majorités silencieuses, à un moment donné, elles doivent réagir aussi. Sinon, elles se font voler la démocratie. Sur la place de la voiture en ville, vous défendez dans votre programme, je cite, faciliter la place de la voiture en ville. Et en fait, vous ne souhaitez pas la réduire quelle est votre vision de la place des voitures dans la ville de Metz? D'abord, on n'a pas le temps de trop développer. À la Commission des affaires économiques, on a auditionné les grands constructeurs automobiles. Donc, à l'époque, Carlos Ghosn et puis tous les autres. Ceux-ci nous ont dit on est à l'aube d'une révolution extraordinaire en termes de déplacement. Voiture autonome, voiture 100% électrique, voiture hydrogène, etc., etc. Donc la voiture ne sera plus aussi polluante qu'elle est aujourd'hui. Et donc il faut lui faire une place, et cette place, notamment avec la voiture autonome, qui se conduit quasiment toute seule, mais qui demande un peu des aménagements, permettra de réduire l'impact du stationnement, et permettra de faire en sorte qu'effectivement, on puisse avoir notamment, et c'est là que j'interviens, et je pourrais aussi donner quelques exemples, des parkings relais. Il faut multiplier les parkings relais. Tout doit être en interconnexion. Le développement, notamment des lignes transversales à l'intérieur des lignes de transport en commun et des parkings relais, de manière à inciter au maximum. Et tout ça va ensemble, on n'en a pas parlé, mais avec une offre de vélos importante. Oui, mais justement, on va en parler. Alors, mais sur la place de la voiture en ville, j'y reviens, il y a quand même des villes qui veulent réduire de manière assez importante la place de la voiture. On a Strasbourg à côté de chez nous qui interdira le diesel d'ici 2025. Paris, évidemment, qui réduit la place de la voiture. Mais là, on a l'impression que vous ne voulez pas forcément réduire la place de la voiture. En fait, moi, je ne suis pas adepte d'une écologie punitive. Je l'ai déjà dit. Parce que pour vous, c'est punitif. Ben oui. Je suis adepte d'une écologie d'accompagnement. C'est-à-dire que je pense que, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des grandes révolutions que les industriels nous demandent de préparer, je pense que ça se fera naturellement. C'est en train de se faire. Donc vous comptez sur... Bien sûr, il faut compter. Excusez-moi, mais comptant sur l'intelligence des gens. Excusez-moi, plutôt que de les punir sans cesse, de leur mettre des taxes, de les interdire à se garer, accompagnons-les vers cette mutation. Donnons-les, par exemple, la possibilité de prendre des vélos, de prendre des transports en commun, et progressivement, vous verrez qu'ils abandonneront la voiture, plutôt que de les taxer, de leur empêcher ou d'augmenter les tarifs des parkings. Moi, c'est mon credo. Et c'est le credo de... Regardez ce qu'on a fait avec Julien de Normandie, avec Airbnb, par exemple. Qu'est-ce qu'on a fait? Plutôt que d'interdire Airbnb, de mettre des taxes, etc., on a signé un accord avec eux pour qu'ils désactivent les annonces sur Paris, là où il y a un vrai problème. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut faire de la politique. C'est en accompagnant soit les grandes industries, soit les personnes individuelles. Les rues piétonnes, quel plan dans le centre-ville? J'ai vu que vous vouliez piétonniser des parties qui ne le sont pas encore. Vous parliez tout à l'heure de grande démocratie participative et notamment de référendum. Ça pourrait être. Vous voulez faire voter les Messins? Bien sûr. D'accord. On fera voter les Messins sur la Fournier-Rue. La Fournier-Rue est une rue qui fonctionne mal. Elle fonctionne mal en grande partie parce que c'est une rue où les voitures passent. Et d'ailleurs, toutes les rues qui sont devenues piétonnes sont devenues des belles rues commerçantes. Excusez-moi, je vois la rue de Grand-Serre, cette rue-là dans laquelle on est, rue Tête d'Or, ou la rue de Grand-Serre, les commerces fonctionnent très bien. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis installé ici. Donc, si vous voulez, il est question de travailler, et là, c'est juste derrière vous, mais je crois que vous aviez fait peut-être aussi un reportage sur le sujet. On voit bien qu'avec l'aménagement du marché couvert, la couverture du marché couvert, la végétalisation, on parlait de végétalisation de la place Saint-Étienne, et la mise éventuellement à piétonne de cette Fournier-Rue. Rue piétonne ne veut pas dire que les voitures ne peuvent pas circuler. Oui, mais on vient de voir. C'est quoi? C'est les riverains, c'est les. Voilà. Pourquoi pas? Oui, mais il faut permettre aux gens d'accéder à leur. Mais donc, du coup, vous voulez piétoniser le secteur cathédrale, hôtel de ville? Je pense qu'il faut aller vers une piétonisation plus importante, avec la possibilité toujours que les voitures passent. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'hybride, on ne sait pas bien. D'ailleurs, les trottoirs sont assez bas, les voitures passent, se garent n'importe où. Très souvent, d'ailleurs, elles se garent devant l'hôtel de ville. Devant l'hôtel de ville, oui, pour les mariages, mais non, je parlais surtout dans la Fournier-Rue, puisqu'on était sur le sujet de la Fournier-Rue, en face du magasin qui s'appelle Les Merveilleux, qui est un magasin qui n'a pas besoin, qui est sans doute un des commerces qui marche le mieux,
Ce qui montre bien qu'à un moment donné aussi, quand on fait une offre commerciale attractive, les gens viennent chez vous. Justement, on va parler du commerce. J'aimerais bien. Et par exemple, on voit bien les voitures se garer un peu n'importe où sur cette fournirue, alors que si elle était réellement piétonne, on aurait beaucoup moins de possibilités de pollution par les voitures. Sur les mobilités, on va juste finir par le vélo, parce que là aussi, les Messins ne sont pas forcément encore totalement, convertis au vélo. Ouais. Mais ils vont pas au niveau de Strasbourg. Ils vont l'être avec le vélo électrique. Oui. Avec l'UM, on va avoir la possibilité d'installer des bornes pour les voitures électriques et pour les vélos. Et des systèmes de location très peu chers de vélos électriques qui vont inciter de plus en plus par exemple, l'habitant du Sablon ou même de Manille, imaginons, qui prend sa voiture tous les jours pour venir travailler à Metz ou un peu ailleurs, prend un vélo électrique. Et il arrive, il n'est pas en âge parce qu'il n'a pas dépensé une énergie extraordinaire, il le gare devant son travail et il repart le soir. Voilà, c'est cette écologie-là que je veux promouvoir. Ce n'est pas une écologie qui l'amène à prendre le vélo parce que le parking est trop cher, non. Il aura le choix, mais progressivement, ce citoyen va devenir un citoyen conscient et qui va, par ses propres moyens, arriver à aller dans le sens de l'écologie. Et vous voulez mettre en place un système de Vélib messin. Voilà, en même temps, et Vélib électrique aussi, qui permettra effectivement de généraliser plus des pistes cyclables. J'espère que ça marchera mieux qu'à Paris. Il a très bien marché, le Vélib. Non, mais l'actuel, c'est une catastrophe, mais parce que l'appel d'offres, je n'ai pas suivi vraiment dans le détail, mais Vélib à Paris, lorsque Decaux... Et les Vélib Decaux, effectivement. Alors, le problème, c'est que Decaux n'y trouvait plus son compte, et il a arrêté. Mais ça, c'est la grande erreur de la maire de Paris. Si la maire de Paris avait accepté de compenser la perte, parce qu'une entreprise... C'est ce que vous fera Metz, parce que ça coûte de l'argent, ces services-là. S'il faut le faire, on le fera. S'il faut le faire, on le fera. L'idée, quand même, c'est de réserver ces Vélib aux personnes qui sont de l'extérieur de Metz. De l'extérieur. L'idée, c'est que tous les Messins... Pour... Ah oui, tous les Messins aient un vélo. C'est ça l'idée. Okay. À un moment donné, on devrait avoir, chaque famille messine doit avoir un vélo électrique, ça va arriver dans les 4-5 ans qui viennent et se déplace de cette manière-là. On va passer au commerce. Sur le commerce, quel plan d'attaque pour faire face, puisque c'est un vrai sujet, c'est un sujet de société qui ne touche pas évidemment que Metz. Vos adversaires pointent quand même votre responsabilité en tant qu'ex-adjoint de la majorité de Dominique Gros. On ne vous a pas entendu vous opposer évidemment à Muse, puisque vous avez défendu le projet. Certains disent que ça a provoqué de la concurrence au centre-ville. Face à Waves, face au développement des zones de périphérie. Waves, on a voté contre avec Dominique Gros. Le seul qui est voté pour Waves, c'est François Gros-Didier, excusez-moi. Alors du coup, voilà. Alors... Là, il faut rétablir un certain nombre de vérités. Donc vous étiez contre Waves? Au départ, on était contre. Après, ça s'est fait. Ça s'est fait parce que ça s'est fait au niveau d'une CDAC, oui, bien sûr, à laquelle le maire de Metz, notamment puisque c'était pas sur Metz, avait une voix. Oui. Excusez-moi. Mais... Donc on n'est pas. on vous a pas entendu hurler en disant attention, ça va tuer notre centre-ville. Vous l'avez pas dit pendant des mois et des mois quand même. On n'a pas hurlé parce que c'était de la responsabilité de Jean-Luc Brault. Oui, le responsable. Pardon. J'étais vice-président comme Dominique Gros, bien sûr. François Gros-Didier a voté pour. Nous n'avons pas. C'est beaucoup d'opposants. On hurlait jusqu'au jour de l'inauguration, mais vous, on vous a pas entendu. Quels opposants? Mais des conseillers municipaux. Vous le savez très bien, des conseillers municipaux à Metz qui étaient contre et qui ont dit que ça allait tuer le centre-ville. Eh bien, écoutez, alors pour Waves. Ok, il y a peut-être un problème. Je signale tout simplement que les personnes qui disent aujourd'hui que les grandes surfaces ont tué les centres-villes, les grandes surfaces sont aussi en difficulté aujourd'hui. Oui, bien sûr, notamment alimentaire. Voilà. Donc c'est pas aussi simple. Mettre sur le dos des grandes surfaces, c'est pour ça que j'ai notamment dans la loi Elan, certains voulaient interdire complètement les grandes surfaces. J'étais contre. Là, par exemple, j'ai dit on donnera au préfet la possibilité, et c'est là où on a une vraie différence. C'est-à-dire que si c'est le politique qui autorise les grandes surfaces, elles seront toujours autorisées. La preuve, ouais. Si c'est l'administration, sur des critères objectifs, c'est-à-dire le fait que cette grande surface va entamer la capacité commerciale du centre-ville, là, le préfet peut prendre une décision. Et Muse, revenons à Muse, parce que s'il y a une responsabilité, la mienne, là, à la suite de monsieur Rouge, monsieur Gros-Didier, monsieur Thiel, monsieur Califet, qui ont proposé de sélectionner en 2006 tous les promoteurs qui étaient sur Muse.
y compris le promoteur commercial. En 2008, nous sommes arrivés avec ces personnes étaient déjà sélectionnées. Donc qu'on nous dise qu'on a développé des choses qu'eux n'auraient pas développées, c'est des foutaises. Donc quel est votre plan d'attaque pour sauver... Mais Muse amène des gens au centre-ville. Ce que ne comprennent pas un certain nombre de personnes, et ça c'est évident, il y a des gens qui viennent de Forbach, de partout, pour aller par exemple à Primark, et une fois qu'ils ont fait leurs achats, qu'est-ce qu'ils font? Ils déambulent, ils viennent, et à 10 minutes à pied, ils sont sur la place Saint-Louis en train de consommer. Vous les voyez avec leurs sacs. Vous les voyez avec leurs sacs. Donc, qu'on arrête de dire que Muse phagocyte le centre-ville. Muse, c'est une extension du centre-ville. Alors, justement, si vous êtes élu, quelles sont vos mesures pour que le commerce de centre-ville se porte mieux, ou en tout cas face je pense qu'on est dans un système de mutation extrêmement important. Oui. Cette mutation extrêmement importante, elle est due au fait que, et surtout essentiellement, au commerce sur Internet. Là d'Amazon. Oui, on va en reparler d'ailleurs. Mais... il est clair que les commerces traditionnels, et surtout les deux grandes rues commerçantes qui focalisent tout le monde, la rue des Clercs et la rue Serbe, on voit des cellules commerciales qui sont surdimensionnées par rapport à... Alors, vous faites quoi? Moi, je crée une société d'économie mixte qui aide les propriétaires à reconvertir leurs cellules commerciales et à retravailler dessus. À en faire des cellules plus petites, par exemple, accueillant des commerçants comme on en a sur la rue Taison. On ne se pose pas de questions pourquoi, on se pose des questions sur ce qui ne va pas. Mais posons-nous des questions et regardons ce qui va. La rue Taison, ça va très bien. Il y a des petites cellules commerciales, il y a des commerçants dedans, etc. Et c'est très attractif. Il n'y a pas le début du commencement d'un stationnement, rue Taison, on est d'accord. Pas plus qu'ailleurs. Bien faisons, effectivement, du benchmarking vraiment très local et recréons un peu ces cellules commerciales. Vous créez cette scène, vous faites quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être mises en place pour le commerce? Après, le commerce, pour moi, c'est une affaire privée. On accompagne les commerçants, et notamment la Fédération des commerçants, pour qu'il y ait plus de dynamisme. Au moment où Hassen Le Kadir a fait Constellation, les commerçants avaient des yeux comme ça en juin et juillet. Ils n'ont jamais fait un chiffre d'affaires aussi important. Voilà, ce genre de choses qu'on peut faire pour aider les commerçants. On ne va pas non plus vendre à leur place, ni acheter leur stock ou quoi que ce soit. Il faut que ça reste quelque chose de vraiment privé. Sur le commerce, justement, on a évoqué Amazon. Amazon a un projet de plateforme grand format sur le plateau de Frascati, sur l'ancienne base aérienne militaire. Il y a un débat à Metz, quand même, entre la société civile, les élus, les habitants. Vous en pensez quoi? Vous êtes favorable à l'implantation d'Amazon? Vous posez des conditions? Si vous êtes élu, vous serez contre? Non, mais moi j'ai participé, j'étais plus vice-président au moment où la décision s'est prise, mais je suis complètement solidaire du fait que cette BA 128, elle doit être reconvertie. C'est moi qui ai installé l'entreprise Gossel dessus, et Amazon, je suis favorable. Est-ce que c'est pas lié un pacte avec le diable? Écoutez, c'est ça, où ils vont s'installer à Thionville, où ils vont s'installer à Forbach. Donc voilà, moi je préfère qu'ils s'installent ici. Le commerce sur Internet, c'est inéluctable. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, mais c'est d'autres enjeux. Vous connaissez les problèmes de fiscalité, les problèmes sociaux, environnementaux. Mais ça, les problèmes de fiscalité, on ne les réglera pas. Non, mais en les accueillant, vous dites, ok, on est d'accord avec vous. Non. En même temps, on peut aussi soutenir le gouvernement actuel qui essaye de faire au niveau européen payer des taxes à Amazon. Et je constate d'ailleurs que les seuls qui soient contre vraiment l'implantation d'Amazon, c'est les élus gauchistes dont je parlais tout à l'heure qui sont autour de M. Bouvet. D'accord. Mais on peut quand même être contre Amazon ou le critiquer ou on peut être contre Amazon, on peut être contre le Palais des Congrès, on peut être contre... Non mais là je parlais d'Amazon. C'est quand même un enjeu majeur. On peut être contre le développement économique de la ville. Oui. On peut aussi être pour la régression de la ville. Bien sûr. Et moi je suis un pragmatique. Alors évidemment, je critique le fait qu'Amazon est un paradis fiscal. Je crois qu'ils doivent payer, comme beaucoup, leurs impôts en Irlande. Et d'ailleurs, les États-Unis elles-mêmes viennent de poursuivre un certain nombre de grandes entreprises qui vont payer des milliards d'euros de taxes parce qu'elles se sont délocalisées ailleurs. On voit bien que la pression va être de plus en plus forte sur elles et que très bientôt, à mon avis, elles seront en règle sur les questions, je dirais, de fiscalité. Donc, mais vous posez aucune condition s'ils viennent à Metz? C'est-à-dire, vous dites pas, vous privilégiez un peu les salariés messins, enfin les messins ou les métropolitains messins? C'est naturel. Après, on peut pas... Non, pas forcément. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Après... c'est comme les zones franches qu'on a créées à Borny ou ailleurs. L'idée, c'est qu'on
c'est que les entreprises qui s'implantent ici, elles embauchent les gens qui sont autour. Elles ne vont pas aller embaucher des gens qui habitent à 200 km, c'est une évidence. Bien sûr. Donc on rappelle évidemment Amazon qui va s'implanter... C'est la théorie du ruissellement d'une autre manière. Voilà. C'est-à-dire qu'on ruisselle sur l'ensemble de... Alors, qui va donc s'implanter sur le plateau de Frascati, qui va créer normalement 2000 emplois, c'est un peu les chiffres qui circulent, et qui devrait ouvrir d'ici un an et demi. Oui, c'est à peu près... Bien, donc vous êtes pour. Sur la population messine, alors, on regarde les chiffres de l'INSEE, Metz a été très touché par le départ des militaires. 4500, merci M. Sarkozy, merci M. Grosdidier, merci à toutes ces personnes qui les ont soutenus. La courbe reprend un peu, mais on n'est pas encore sur un solde positif. Parce que c'est long, Comment vous comptez inverser la tendance? Alors, continuer à construire. Oui. Continuer à construire. Continuer, vous disiez tout à l'heure, à bétonner. En plaisantant, moi, j'assume. Ah non, mais c'est pas moi qui le dis, je relais vos adversaires. Bien sûr. Et vos... C'est tellement risible à la fin que... On peut construire et être... D'ailleurs, comment construire et être écologiste? Voilà, comment construire et être écologiste. C'est possible. Aujourd'hui, grâce à l'UM, chauffage urbain, qui est l'entreprise de chauffage urbain la plus vertueuse de France. 30% seulement d'énergie fossile. On est très vertueux au niveau de la ZAC de l'enfer. D'ailleurs, elle rapporte beaucoup. Elle rapporte en plus beaucoup, c'est fromage et dessert. Les modes de construction, la RT 2012, bientôt la RT 2020, la végétalisation, les noues paysagères, l'implantation des transports en commun, toutes les ZAC sont des ZAC quasiment écologiques. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Le béton est un mode constructif comme un autre. Je ne pense pas qu'on puisse construire en torchis ou je ne sais pas quoi. Regardez par exemple le promoteur sur l'EHPAD, il y a eu un article dans le journal il y a peu de temps, sur l'EHPAD des Sansonnais, il a essayé de construire en bois 30% plus cher. Donc il a dit le modèle économique n'est pas là, donc je construis en béton. Donc il y a un moment donné, on est tous d'accord pour dire de construire de manière plus écologique, mais il faut aussi que le modèle économique soit présent. Commencera à gagner vraiment des habitants? Alors quand elle commence à gagner des habitants, on le voit, mais parce que en plus, il y a toujours un décalage entre l'INSEE, puisque l'INSEE se base sur les impôts. Et que souvent les gens qui achètent dans le neuf ne payent leurs impôts que 2 ans plus tard. Donc on a gagné des habitants, on le voit avec les écoles, puisqu'on est obligé chaque fois de créer des classes supplémentaires. On ne perd pas d'instituteurs comme d'autres professeurs des écoles maintenant, il faut dire. Donc on est sur un train, un développement tout à fait positif. Et je vois beaucoup de gens, notamment, il y a tout... attendons que, par exemple, cette très 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 belle réhabilitation de l'ancien CHR se termine à Bon Secours, et de voir que la centaine d'habitants ou 200 habitants qui sont là présents. Et là, vous aurez encore un développement très important. Il y a bientôt le bâtigère qui réhabilite Saint-André. Il va y avoir... Vous voyez, il y a encore énormément de choses à faire. Et donc, il n'y avait pas besoin d'aller chercher avec M. Roche et M. Califé et tout ça, les 150 hectares des Hautes-Vallières pour construire. Bien, après être rentré dans le détail de votre programme, on va parler un peu de vous pour conclure. Quel maire de Metz serez-vous si vous êtes élu? Je serai un maire de la proximité. Je le disais tout à l'heure. Moi, cette ville, je la vis. Tout le monde peut me voir dans la rue, dans les lieux de vie, d'une manière générale, dans les associations sportives. Je n'ai pas attendu d'être candidat pour aller au match de hand. J'ai été un des premiers à soutenir Thierry Weissman en 2004, quand il a repris le handball, quand j'étais président de l'université, et à lui donner à l'époque 5 000 € chaque année pour l'aider. Et je suis au handball depuis 15 ans. Je vois certains candidats qui se pressent aujourd'hui à tous les matchs. Donc moi, cette ville, je la vis. Donc je serai un maire de la proximité, je serai un maire avec mon équipe, vraiment en connexion directe avec les gens. Et puis je serai aussi, moi mon modèle c'est Gérard Collomb, le VRP de ma ville. C'est-à-dire j'irai partout, au niveau international pour vendre ma ville et pour attirer des entreprises. Vous avez été adjoint 10 ans, vice-président de la métropole,
vous avez été à l'université, vous avez été élu député. Si vous êtes élu maire de Metz demain, vous vous engagez à rester maire jusqu'au bout. Bien sûr. À ne pas être ministre, par exemple. Non seulement, vous êtes proche d'Emmanuel Macron. Non seulement je vais faire une annonce extraordinaire, d'être maire jusqu'au bout et de candidater pour un deuxième mandat. D'accord, oui. On en doute voilà. peu, mais en tout peut-être cas, même un troisième. Si on vous appelle à l'Élysée, vous déclinez si vous êtes maire. Je pense que je resterai maire. Il y a d'abord très peu de chance. C'est un boulot. Alors là, pour le coup, moi j'ai travaillé avec les cabinets ministériels pendant la loi Elan. C'est quelque chose qui lessive complètement. On ne se rend pas compte. Hein, mais je voudrais vraiment rendre hommage aux ministres et au cabinet. C'est même pas H24, quoi. Ça doit être H25, quoi. Je ne sais pas comment ils font pour travailler aussi souvent et aussi fort. Évidemment, je serai un maire qui travaille et qui travaillera à fond. Mais là, et puis, bon, quand on s'engage sur un mandat de maire, on s'engage sur un mandat de maire. Vous serez candidat à la présidence de Metz Métropole si vous êtes élu maire? Oui, sûr. Parce que là, vous avez beaucoup critiqué Jean-Luc Baul, visiblement, vous n'êtes pas prêt à travailler avec. Attendez, à chaque fois, quand je dis une chose... Non, mais sur des dossiers quand même extrêmement forts. Il est en dessous des radars sur le dossier de la mobilité. Je dis à quelqu'un qui fait de la presse, moi j'entends rien. On ne questionne jamais Jean-Luc Baul sur aucun des dossiers. On ne le met jamais en difficulté. Je ne sais pas comment il arrive à passer à travers les gouttes de toute la presse. Hein, c'est vraiment... je pense que d'ailleurs, c'est quelque part quelque chose d'extraordinairement... c'est un savoir-faire, quoi. Donc on ira peut-être l'interviewer. Je vous conseille de lui demander sa position. Moi, je ne connaissais pas sa position, par exemple, sur la métropole. Je ne connaissais pas sa position sur des grands dossiers structurants. Par exemple, vous savez, la communauté européenne d'Alsace, il était premier vice-président de la région. On ne l'a pas entendu. Alors vous parliez tout à l'heure on n'a pas protesté contre ça et ça et ça, mais vous n'avez jamais entendu Jean-Luc Baul protester contre quelque chose. Moi, je vous pose la question. Non, mais c'est moi qui pose les questions, mais j'entends votre interrogation. Oui, je pense que Jean-Luc Baul a l'art de se faire oublier, alors que quand même... Donc vous serez candidat à la présidence de la métropole si vous êtes élu maire de Metz et vous voudrez... Bien sûr, je serai un président de la métropole, pugnace, défenseur de sa métropole, sur tous les dossiers, et particulièrement sur celui qu'on évoquait tout à l'heure, savoir les rapports avec le Luxembourg, qui me semble effectivement un dossier structurant extrêmement important. Là, on a parlé en cas de victoire, en cas de défaite. En cas de défaite, je reste député. Vous serez député, vous serez dans l'opposition à Metz, du coup. À Paris, je serai dans la majorité. Oui, vous serez dans l'opposition. Je serai à Metz dans l'opposition. Vous y pensez à la défaite? On ne peut pas ne pas y penser. Jusqu'à maintenant, je dois dire, j'ai eu assez de chance parce que j'ai toujours connu que des victoires en termes politiques. Oui. Mais c'est aussi quelque chose qui arrive. Vous la sentez comment, cette campagne? Moi, je ne suis pas un politique professionnel, je l'ai dit. J'ai un métier, d'ailleurs je suis à mi-temps, je continue à vous arrivez à être député, candidat à la mairie de Metz, et vous arrivez à travailler. Bien sûr. Il faudra nous dire bien sûr. Bien sûr. Bon, je ne vous dis pas que c'est facile, mais... non, mais pourquoi? Je voudrais le dire, par exemple. C'est parce que je suis obligé de payer ma retraite, où nous avons été les seuls à supprimer, ni les socialistes ni la droite, les régimes spéciaux des députés. Et les sénateurs ne l'ont pas fait, M. Grosdidier ne l'a pas fait. Il a aujourd'hui un régime spécial qui lui permet quasiment d'avoir une retraite à 7 ou 8 000 euros. Moi, ma retraite de député, elle sera de l'ordre de... Il n'est pas encore à la retraite, mais... D'accord, mais le jour où il y sera, il n'est pas très loin non plus, hein, on a à peu près le même âge. Donc, le jour où je suis à la retraite, ma retraite de député, au lieu de toucher 1 500 euros comme... j'aurais dû toucher, je vais toucher 600 ou 700 euros. Donc je suis obligé de continuer à travailler comme professeur à l'université pour continuer, parce que j'ai été recruté à 34 ans. Après une thèse, tout en travaillant en même temps, je suis un fils ouvrier. Tout ce que j'ai, je le dois à mon travail. Et je suis très fier de continuer à enseigner et de continuer à avoir des contacts avec les étudiants. Et ça, c'est important. Bien, merci Richard Liogé. On rappelle, vous êtes candidat à la mairie de Metz. LREM, soutenu par le MoDem ou encore le mouvement radical, et donc vous êtes prétendant à la mairie de Metz. Les électeurs feront leur choix le 15 mars prochain, puis le 22 mars, si vous êtes au second tour, et on verra qui succédera à Dominique Gros après 12 ans de mandat, parce que c'est 2 fois 6 ans, donc après 2 mandats successifs. Merci Richard Liogé. Merci à vous.